et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast flamand Transformation digitale, le pourquoi du comment. Je suis Kouiban Corina et avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir Camille Serin, consultante en transformation digitale. Bonjour Camille, est-ce que tu vas bien? Oui, très bien, merci Corinna. C'est une grande satisfaction de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Camille? Bien sûr Corinna. Je m'appelle Camille Serin, ça fait un peu plus de 14 ans que j'accompagne les entreprises, les TPE, les dirigeants d'entreprises, les collectivités territoriales dans leurs process et dans leurs projets de transformation digitale. J'ai passé 8 ans en SS2I ou entreprise de services numériques à faire du conseil en stratégie digitale, puis 3 ans en tant que responsable digital, Chief Digital Officer, au sein du groupe GL Events. Aujourd'hui, j'ai monté mon activité de conseil et j'accompagne les entreprises qui souhaitent renouer avec la croissance au travers d'une transition digitale efficace et harmonieuse. Efficace, s'assurer d'avoir des actions digitales qui viennent nourrir la stratégie d'entreprise, qui vont aller chercher la création de valeur et la croissance pour l'entreprise. Et harmonieuse, avec une conduite du changement adaptée et un dispositif nécessaire pour accompagner l'ensemble de l'entreprise à cette transition-là. Mm. Aujourd'hui, effectivement, avec toi, on va aborder un sujet de grande actualité. Nous allons parler des facteurs clés du succès dans le processus de transformation digitale. Donc, de tout ce qui fait la réussite d'un projet de transformation. Et avant de commencer cela, j'aimerais te demander, c'est quoi pour toi la transformation digitale? Alors, la transformation digitale, c'est le processus qui vise pour l'entreprise à intégrer toutes les caractéristiques digitales pour aller chercher ce qu'on appelle l'innovation, une nouvelle opportunité, des nouveaux processus de production. La transformation digitale, c'est le projet global d'entreprise qui va permettre justement d'intégrer toutes ces caractéristiques du digital pour être à même demain de pouvoir innover, de pouvoir rester concurrentiel, voire de pouvoir créer de nouveaux produits. Mm. On entend souvent beaucoup de personnes faire le mélange ou utiliser avec le même sens la notion de stratégie digitale, transformation digitale ou transformation numérique. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi ces notions-là sont différentes et si elles sont différentes? Bien sûr, alors elles sont différentes. Ce qu'on appelle plus communément la stratégie digitale, de façon générale, c'est quand on parle de la stratégie marketing digital, c'est-à-dire c'est la stratégie digitale qui va s'adresser ou qui va permettre d'aller à la rencontre de ses cibles, utilisant les réseaux sociaux, le SEO, le SEA et toutes les techniques web marketing. Mais souvent, on résume sous la notion de stratégie digitale uniquement la stratégie destinée aux clients et aux prospects. La transformation digitale, c'est vraiment quand on est sur une logique globale d'entreprise, où on intègre le digital dans la culture d'entreprise, dans toutes les strates, du top management aux opérationnels. L'idée dans cette notion de transformation digitale, c'est qu'on a pour objectif de mettre le digital au cœur du mode de fonctionnement de l'entreprise pour être capable, à terme, d'aller innover, de faire ce qu'on appelle la création de valeur, quitte à développer des nouvelles offres, des nouveaux produits, voire identifier un nouveau business model. Et pour aller chercher cette innovation, il va falloir intégrer, d'un point de vue culturel, organisationnel et dans la manière de travailler, cette façon-là de voir le digital. La transformation digitale, c'est une question de maturité digitale de l'entreprise et quand on est sur un processus global d'entreprise où on touche du doigt tout simplement ces enjeux qui sont sociétaux dans l'usage du digital, business pour aller chercher cette création de valeur, et puis organisationnel, c'est se mettre en ordre de marche et intégrer cette culture du digital dans l'entreprise pour être capable, demain en tout cas, d'innover. Et ce qui est extrêmement important, en tout cas, dans ces notions digitales ou numériques, c'est de ne pas résumer le digital à de l'outillage, l'outil ou la technique. Mm. Aujourd'hui, on est très avancé, on trouvera toujours le bon outil pour faire ce qu'on a besoin de faire. Mais ce qui est extrêmement important dans cette transformation digitale-là, en tout cas, c'est d'intégrer ces notions voilà, d'usage, de culture et de comprendre qu'on est sur un virage culturel, une posture à avoir, et beaucoup plus sur des enjeux d'usage et d'usage du digital plutôt que sur des enjeux techniques. Quant à la transformation numérique, on parle souvent du mot numérique pour avoir un penchant et un aspect un peu plus technique. Donc il ne faut pas perdre de vue que dans cette notion de transformation digitale, on n'est pas uniquement sur de l'outil digital, mais on est vraiment sur l'adaptation de l'entreprise aux différentes caractéristiques et principalement ce virage culturel à opérer pour être capable d'être performant quand on utilise ces outils-là. Je te remercie pour cette explication qui est claire mais aussi complète. Et
Maintenant, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet et quels sont donc selon toi les facteurs clés du succès dans un projet de transformation digitale? Alors, les facteurs clés de succès, il y en a beaucoup. Moi, j'ai essayé, de par mon expérience, de par ce que j'observe sur le terrain et de la manière dont j'accompagne mes clients, d'en recenser en tout cas une petite dizaine qui sont extrêmement importantes. On a bien vu que la transformation digitale, c'est avant tout un virage culturel, une nouvelle posture à avoir, un état d'esprit un peu à la façon Google ou Uber, en mode un petit peu start-up. Donc c'est extrêmement important quand il y a cette dimension culturelle-là d'avoir des équipes qui sont engagées, mobilisées, fédérées autour du projet de transformation. Pourquoi? Parce Mmh. que c'est une transformation de l'entreprise et plus vous aurez des équipes qui sont engagées, qui sont fédérées et investies, plus vous aurez un processus de transformation digitale qui sera fluide, qui sera opérant, moins vous aurez de résistance et plus vous pourrez vous transformer ou évoluer vers cette transition digitale de façon Mmh, harmonieuse. et nous avons déjà réalisé un épisode sur cette thématique avec Elodie Perrache, donc n'hésitez pas à aller le voir et voir comment, mettre en place des stratégies pour engager vos équipes. Autre facteur clé succès, on est dans un projet d'entreprise, un projet global. Comme tout projet global, il est porté par un sponsor, qui est principalement la direction ou le comité directeur. C'est donc extrêmement important que ce comité directeur soit convaincu de cette transition à opérer, soit engagé et que lui-même incarne cette posture-là, en termes de discours, de compréhension des enjeux digitaux, et montre un petit peu l'exemple dans la manière dont la transformation doit être opérée. Il faut savoir qu'en Europe, seulement 10 du comité est formé au digital. Sachant qu'aux États-Unis, il y a 40 du comité général qui est formé au digital, alors qu'en Asie, c'est 65. Donc c'est, une différence, assez, importante. Et on voit bien qu'effectivement, ces pays qui sont très en avance sur la partie digitale et numérique, tels que les USA et l'Asie, ont formé ce top management et ces comités de direction au digital, parce que c'est indispensable en tout cas aujourd'hui d'avoir des comités directeurs qui soient formés, qui puissent porter ce changement et porter le discours. Et il faut encore faire un effort effectivement en Europe et en France pour accompagner tous ces comités de direction, en tout cas à porter ce changement et à comprendre les enjeux du digital et comment l'opérer. Troisième facteur clé de succès très important, comme dans tout projet d'entreprise, c'est important d'avoir une vision qui est construite, formalisée, partagée, une vision de quel va être mon projet de transformation et quelle est ma stratégie parmi toutes les opportunités numériques et digitales que j'ai, quelle va être ma stratégie prioritaire et quels sont en tout cas mes enjeux business les plus importants que je vais aller cibler. Cette vision est extrêmement importante parce que c'est le fil rouge qui va permettre tout simplement de hiérarchiser les projets, de les mettre dans le bon ordre et surtout de pouvoir investir en premier lieu dans des projets très opérationnels qui vont aller nourrir ma stratégie d'entreprise et qui vont être le plus rapidement en tout cas opérables pour vraiment nourrir cette stratégie-là. Alors cette vision, elle doit être insufflée, portée ou construite principalement en tout cas par le comité de direction. Moi, ce que j'invite souvent mes clients à faire, toujours dans cet objectif de fédérer les équipes, c'est de co-créer et de ne pas hésiter à demander avec toutes les équipes opérationnelles, mais de co-construire ensemble cette vision pour que d'une part, elle ait effectivement cet aspect stratégie d'entreprise, mais qu'elle ait aussi du sens pour l'interne et que les équipes se sentent impliquées, écoutées dans la définition de cette vision-là. Donc c'est extrêmement important de la co-construire avec l'ensemble des collaborateurs et de la partager à tous une fois qu'elle est formalisée. Quatrième critère qui est importante, je ne vais pas y passer beaucoup de temps parce que c'est un élément intrinsèque d'une stratégie digitale ou d'une transformation digitale, c'est tout simplement mettre le client au centre de la chaîne de valeur pour pouvoir personnaliser son offre, son service et vraiment créer une offre qui correspond à un besoin et qui correspond aux besoins du client. Ce qui est extrêmement important à ce niveau-là, quand on dit client-centric, c'est le client externe, mais c'est également le client interne. Et le client interne, qui c'est principalement le collaborateur. Je vous donne un exemple. On crée une nouvelle application, par exemple, pour le service comptable, pour générer plus facilement les relances automatiques de factures impayées. C'est extrêmement important que cette application ou ce système-là qui a été mis en place ou qui est à construire soit construit selon l'usage des personnes qui vont s'en servir, selon leur logique à elles, leurs besoins, et que les fonctionnalités de l'outil, l'ergonomie et la façon dont il a été conçu, soient conçues pour les besoins de l'utilisateur final.
Exactement. Et tu rejoins effectivement ce qui beaucoup de personnes m'ont dit à propos de mettre le client au centre et même Jean-Philippe Timsit, il affirme que ce qui doit motiver la transformation digitale est le fait d'apporter le plus de valeur pour le client. Et finalement, on revient là à ce que tu disais, tout ce qui fait l'entreprise doit être tourné autour du client, autour de la valeur créée pour le client. Parce que si le client il est content, il va forcément chercher les services ou les produits, donc va contribuer à la croissance de l'entreprise. Attends, tout à fait, c'est exactement vrai. Et c'est la définition du produit qu'on appelle client-centric ou UX, User Experience, basé sur l'expérience client. Mais c'est extrêmement important de comprendre que, au-delà du produit, de l'offre ou du service qui est client-centric, c'est que tout ce qui est autour doit être fait client-centric. Le contenu est fait pour que ça parle au client. L'information telle qu'elle est présentée sur le site web ou l'application mobile doit être facile d'utilisation pour le client dans sa logique. La recherche d'informations, la façon dont on organise les contenus doit être faite pour le client. En fait, c'est une réflexion globale sur tous les pans du digital où on doit mettre le client au centre de l'analyse et au centre de la conception, aussi bien pour le produit en lui-même que pour la manière dont on fait la promotion du produit et sur l'ensemble des supports. Et par là, on entend l'ergonomie, les contenus, la facilité d'appropriation de l'information, la capacité à commander rapidement en ligne. Si j'ai mes listes de produits favoris, mes centres de relais favoris où je vais pouvoir aller chercher mes commandes ou mes colis, voilà, tout est organisé dans la logique du client que l'on cible. C'est vrai. Mais c'est difficile à faire. C'est facile effectivement à dire, mais la mise en place, elle est pas aussi évidente qu'il paraît. Alors, elle n'est pas aussi évidente qu'elle n'y paraît. Moi, ce que je recommande toujours à mes clients, c'est d'interviewer les clients, de faire des tests utilisateurs, de tester ce que l'on met en place avec des clients en conditions réelles, puisque la seule parole qui sera la bonne, ce sera celle du client. Si je peux me permettre une petite anecdote, j'ai accompagné un client qui voulait se positionner sur l'innovation. Il avait une idée très claire de ce qu'était l'innovation pour lui, producteur du service. Et je lui ai proposé d'aller interroger une dizaine de ses clients clés pour savoir ce que pour ses clients, cela voulait dire l'innovation. C'était dans un domaine de mise en place de systèmes Wi-Fi de connexion Internet dans les espaces publics. Et ben, le client, à sa grande surprise, après en avoir interrogé une dizaine, le constat c'était quoi? C'était que pour lui l'innovation, c'était d'avoir un seul et même contact de la partie avant-vente jusqu'à la partie conseil, jusqu'à la partie mise en place, jusqu'à la partie service après-vente. Et ça, pour le client, le fait d'avoir un contact unique qui lui rendait service et qui était beaucoup plus pratique pour lui, c'était ça son innovation. Donc, vous voyez, moi, je défends cette idée en tout cas que l'innovation n'est pas forcément extrêmement complexe. La solution finale n'est pas forcément quelque chose de compliqué. Des fois, c'est des choses toutes simples, mais ce qui compte, c'est que ce soit en tout cas innovant pour le client et que ça lui rende service. Et puis, en dernier lieu, dans l'état d'esprit et la culture digitale, c'est ce qu'on appelle le bottom-up, c'est-à-dire être non plus dans ces systèmes un peu hiérarchiques descendants où l'information vient systématiquement du top to down, mais avoir un système qui permet la communication et l'échange aussi du down to the top pour faire remonter des améliorations, pour faire remonter des optimisations, pour faire remonter des idées d'optimisation de processus, par exemple, ou de méthodes de travail à faire remonter. Et puis ne pas hésiter à faire toujours pareil, hein, mais participer les équipes et qu'elles aient un canal de communication, elles peuvent faire remonter de l'information et participer de manière continue à ce projet d'entreprise. C'est vrai puisque, par exemple, un salarié qui travaille dans le prototypage d'un produit, il saura mieux comment améliorer son processus plutôt que le top management qui ils sont véritablement dans la stratégie, mais ils ne savent pas véritablement tous les processus qu'il faut mettre en œuvre et comment les améliorer, par exemple, pour un prototypage. Dans ce cas-là, effectivement, c'est le salarié qui saura mieux donner des indications d'amélioration de productivité, de processus, etc. Ben, c'est surtout que d'expérience. Moi, je l'ai expérimenté sur 6-7 grands projets d'accompagnement à la transformation digitale. Et en toute sincérité, toutes les pépites un peu innovation et toutes les bonnes idées euh, assez faciles à mettre en place et avec des gains très rapides, ce sont les opérationnels, ce sont les gens qui sont tous les jours sur le terrain, qui sont les plus à même de faire remonter de l'information sur ce qui est important à faire, sur les gains de productivité, sur ce qui n'est pas pratique, sur ce qui peut être optimisé.
C'est eux qui sont sur le terrain et c'est eux qui ont toute cette information-là. Donc il ne faut pas hésiter à co-créer avec eux et à les investir. Mmh. Un autre, facteur clé du succès, c'est une organisation agile et transversale. Donc on vient juste de parler, énormément de cette organisation transversale et agile et moi je me demandais, hem, qu'est-ce que ça veut dire vraiment transversal? Alors, l'agilité, je vais le redéfinir, c'est un mot qui est très digital. L'agilité, c'est la capacité à réagir rapidement à des changements sur le marché, à des changements réglementaires, à des changements rapides. Tout va très vite sur le digital, on sait. Je peux être dans les premières pages de résultats Google aujourd'hui, je n'y suis plus demain parce qu'un concurrent est arrivé, parce qu'il y a d'autres mots-clés qui ont été rachetés. Le digital va très vite, c'est un marché qui est très mouvant, très volatile. Donc ça veut dire qu'agile, on a une capacité à être réactif. L'organisation agile, c'est s'organiser et d'une, pour bien collaborer, co-construire tous ensemble. Et ça, ce sont les outils digitaux, entre guillemets, qui l'imposent dans la manière de fonctionner, dans la façon dont ils ont fait. Mais aussi agile, ben, c'est tout simplement être organisé de manière à pouvoir absorber ou intégrer n'importe quel changement qui interviendrait et pouvoir être réactif par rapport à ces changements-là. Ça veut dire aussi une organisation transversale, transversale entre les métiers, que je travaille bien avec le marketing, avec la communication, avec les commerciaux, avec la RH. Tous ces métiers-là sont interdépendants dans la transformation digitale. C'est donc extrêmement important dans la manière dont on est organisé de pouvoir travailler de cette manière transversale, casser un petit peu les silos qu'on avait tendance à avoir dans les anciennes organisations pour vraiment fluidifier ces méthodes de travail-là. Et comment on peut le faire concrètement? Ben, c'est revoir la manière dont on travaille, revoir les processus autour des actions qu'on a menées, redéfinir qui fait quoi, à quel moment et comment on optimise le travail de chacun pour être le plus efficace possible et pour co-construire ensemble la solution finale. Et un exemple très concret, on peut avoir tous les meilleurs outils digitaux du monde, un CRM, un outil de marketing automation, de la donnée client. Si on ne se met pas, ce que j'appelle moi un petit peu en ordre de marche, on peut avoir tous les meilleurs outils, les plus performants du marché, on sera vite bloqué parce qu'on ne sera pas organisé de manière à exploiter de façon maximale ces outils-là. En marketing, on parle ça de schmarketing, de allier Ouais. les objectifs de l'entreprise avec le marketing, avec le commercial et tout ce qui va avec. Mais c'est exactement ça. Si on prend l'exemple d'un emailing, qui n'y a rien de plus basique, c'est la communication, le département communication généralement qui met en forme l'emailing. C'est le département marketing ou le responsable de la relation client qui va définir quel est le contenu dans l'emailing. C'est l'informatique en interne qui va faire en sorte que techniquement tout soit à disposition pour que cet emailing soit bien envoyé, bien reçu, bien ouvert et que le site web soit à disposition pour que les destinataires d'emailing puissent ouvrir et en tout cas accès à l'information. C'est le commercial qui va définir les 3 arguments clés sur tel type de clients qui vont être les argumentaires les plus convaincants et donc à intégrer dans cet emailing. C'est la direction financière qui va pouvoir enregistrer toutes les ventes en ligne et qui va pouvoir faire du reporting sur le nombre de ventes faites en ligne, la moyenne des paniers d'achat, etc. Donc on voit bien en fait, au travers de cet exemple-là, que toutes les fonctions de l'entreprise sont impliquées finalement dans le digital d'une manière ou d'une autre, que ce soit au début du parcours client jusqu'à la fin et jusqu'à la partie interne de l'entreprise. Tu parlais de l'implication de toutes les équipes et là, ça me vient à l'esprit un autre facteur clé du succès qui est l'implication de ressources humaines. Tout à fait. Alors, les ressources humaines, on est dans un processus de transformation. On a vu qu'on va changer la manière de travailler. On va changer un petit peu qui fait quoi, dans quel ordre. C'est ce qu'on appelle les processus métiers. On va dématérialiser certains processus pour qu'ils soient automatisés, plus rapides, plus fiables, avec moins de risques d'erreur dans l'intervention humaine. Et on va finalement garder, j'allais dire, la compétence humaine pour ce qu'elle fait de mieux. Tous ces changements-là, ce sont des changements de fiches de poste, de responsabilités, parfois des formations avec des connaissances ou des compétences digitales à acquérir. On voit bien qu'on est sur de l'humain qui est au centre de l'innovation. Il est donc indispensable que les ressources humaines qui gèrent ces compétences internes de l'entreprise soient en première ligne, soient impliquées et soient vraiment actrices de ce changement-là, mais soient vraiment aux premières loges pour être impliquées et avoir en visu, si vous voulez, ce qui va se passer en termes de changement et être capable d'accompagner l'ensemble des collaborateurs dans ces changements-là. Mmh. Et effectivement, j'avais, lu que la fonction, ressources humaines doit être une des premières fonctions à être transformée, puisque c'est elle qui décide de l'allocation de budget de formation, mais aussi
qui elle va recruter à l'interne. Donc, c'est extrêmement important de miser sur cette fonction-là lorsqu'on veut se transformer, parce qu'elle va par la suite agir en tant que catalyseur de votre transformation digitale. Donc, c'est super important. Les ressources humaines, c'est également l'identification de compétences digitales à acquérir. Donc, il est extrêmement important que les ressources humaines soient au courant des recrutements à venir, de pourquoi un chef de projet digital ou pourquoi un chef de projet analytics, et que les ressources humaines aient ses compétences aussi et ses connaissances des différents métiers du digital pour pouvoir les intégrer dans les équipes. On parle aussi de la communication interne en tant que facteur clé du succès. Le changement, il faut bien voir que l'humain n'aime pas changer. Le changement, naturellement, fait peur. Il faut donc rassurer les équipes. Et pour les rassurer, c'est extrêmement important de communiquer de façon très fluide et très en amont sur ce projet de transformation, sur les grandes phases, comment ça va s'articuler, comment ça va se passer, à informer et rassurer en tout cas l'ensemble des collaborateurs en leur donnant de la visibilité sur ce projet-là de transformation. C'est extrêmement important d'avoir aussi une communication ascendante, c'est-à-dire des outils de communication qui permettent de faire remonter l'information des collaborateurs à la direction ou auprès des différentes directions métiers. C'est tout simplement d'avoir une écoute auprès des collaborateurs, d'identifier rapidement peut-être des freins, des résistances, des préoccupations. Et sans ce canal d'écoute, c'est comme être à l'aveugle par rapport à une équipe que l'on accompagne. C'est important d'être à l'écoute de ses collaborateurs pour pouvoir justement prévoir des dispositifs et pour pouvoir les accompagner au mieux. C'est être à l'écoute de l'équipe, mais aussi de l'individu. Parce que souvent, il y a des individus qui hésitent de s'exprimer ou qui hésitent de dire qu'ils n'ont pas compris. Donc, c'est faire attention à plusieurs signes faibles. Exactement. Et pourquoi il faut faire attention? Alors, c'est la prise en compte de l'individu et du collaborateur dans ce qu'il est, dans sa particularité, dans son métier, dans ses craintes, dans ses peurs, dans tout ce qu'on peut voir de l'individu. Mais ce qui est important à vraiment souligner ici, au-delà de cette conviction-là, c'est que si on n'écoute pas, on va avoir des résistances au changement. Il faut savoir que la résistance au changement est le deuxième facteur d'échec d'une transformation digitale. Le premier étant le manque d'investissement. Le deuxième, c'est la résistance au changement. C'est-à-dire que si on ne prend pas en compte ces paramètres de résistance au changement, et si on n'embarque pas l'ensemble des équipes, on va avoir un projet de transformation digitale qui va vite être bloqué parce que des gens qui sont résistants, parce qu'ils n'ont pas compris, parce qu'ils n'ont pas envie d'y aller, parce qu'ils n'ont pas envie de changer, et c'est humain. Et cette résistance au changement-là, je l'ai vécu, peut bloquer complètement le projet de transformation qui peut du coup coûter 2, 3, 4, 5 fois plus cher. C'est ce que j'appelle un petit peu l'huile dans le moteur qui va permettre un déroulé facilité. Mm. Et on va parler également un dernier de la technologie, parce que je l'ai exprès gardé à la fin, parler de la technologie. Donc, un facteur clé du succès, c'est aussi l'infrastructure ou la technologie qu'on va choisir. Donc, comment procéder, par exemple, pour choisir la bonne technologie, la technologie adaptée pour l'organisation. Alors effectivement, un bon processus de transformation digitale, on l'a vu dans les facteurs clés de succès, c'est avoir une vision, avoir un plan opérationnel, être organisé d'un point de vue agile, être client-centric. Mais tout ça et l'ensemble du projet digital n'est possible que si on a effectivement une infrastructure du système d'information, une urbanisation des systèmes d'information et un schéma directeur qui est complètement en cohérence. Je vous donne un exemple. J'ai l'idée d'une super application web pour l'année prochaine qui va permettre à mes clients de faire ci et de faire ça très bien. Si je ne me suis pas assuré que techniquement j'étais capable de le faire, je vais être vite bloqué sur ce projet-là. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a un besoin métier, la SI, l'informatique, la technique doit absolument être mise au cœur du processus d'étude pour être tout simplement garant qu'on aura toute la technicité, qu'on sera organisé d'un point de vue informatique pour faire et pour opérer la transformation digitale que l'on veut opérer. C'est extrêmement important que le responsable digital, ce que j'appelle moi métier, et le responsable informatique travaillent main dans la main. On peut avoir de très bonnes idées, j'allais dire métier, si on n'a pas la technique, ça ne marchera pas. Et on peut avoir une très très bonne technique d'un point de vue SI, si on n'a pas des bonnes idées métiers ou la bonne vision métier, ça ne marchera pas. Donc pour moi, c'est un duo, un combi indispensable, métier, technique, qui doivent être tous les deux complètement en phase pour dérouler un projet de transformation qui sera efficace, pérenne, pertinent et techniquement viable. Mm. Comment s'assurer de ne pas se tromper dans la technologie? Alors, je vais vous parler de ma propre expérience et de ma dernière expérience.
on avait dessiné effectivement une stratégie digitale, on avait dessiné un plan de déploiement, on avait identifié les thématiques qui étaient extrêmement importantes à développer d'un point de vue business. Ben, c'est tout simplement à un moment donné, avant de dérouler ce plan digital-là, de faire une étape intermédiaire et de bien analyser que ce qu'on appelle le projet opérationnel ou la feuille de route informatique SI soit complètement calcable et coordonné avec la feuille de route digitale. Et ça, il faut le faire dès le départ. Si vous avez une feuille de route informatique qui ne va pas dans le même sens que la feuille de route digitale, le projet ne pourra pas marcher. Donc ça, c'est une étape intermédiaire à faire en amont de la partie opérationnelle, bien s'assurer que la feuille de route SI va vraiment correspondre à ce qu'on veut faire d'un point de vue métier, qu'on ait les bons serveurs, qu'on ait les bonnes données au bon endroit, les bons outils. Et de la même façon qu'il faut être agile en termes d'organisation, il faudra prévoir une infrastructure informatique qui soit elle aussi agile et performante et qui soit complètement en phase, en tout cas, avec ce qu'on veut faire d'un point de vue métier. Mm. Lorsqu'on parle de transformation digitale, on parle beaucoup d'humain. Mhm. Pourquoi dit-on que l'humain est tout cœur de l'innovation? Alors, pourquoi on dit que l'humain est au cœur de l'innovation? Ben, parce qu'on l'a vu dans un projet de transformation d'entreprise, dont la transition digitale, c'est l'humain qui opère ce changement. C'est vos équipes sur le terrain qui vont opérer cette transformation digitale, chacun à son niveau et chacun dans son métier. On voit bien que la résistance au changement, c'est un aspect humain. Il peut y avoir des facteurs humains qui risquent de bloquer fortement cette transformation digitale-là. Tout ça fait que votre principal frein à votre transformation digitale, ça peut être l'humain, c'est-à-dire des collaborateurs qui n'ont pas été impliqués, qui n'ont pas été fédérés, qui ne comprennent pas le changement, qui sont peut-être fragiles, résistants, qui ne connaissent pas ou qui ont peur. Et donc, ça peut être un frein majeur, en tout cas, ce processus de transformation. Et en même temps, le principal moteur, et pour l'avoir expérimenté, c'est l'humain. À partir du moment où vous mettez des équipes en co-construction, en brainstorming, à partir du moment où vous les impliquez de manière collective, avec l'intelligence collective dans les processus de transformation, c'est un moteur extraordinaire parce que les gens sont impliqués, ils sont fédérés et ils auront à cœur en tout cas de participer à ce projet, de la réflexion jusqu'à la mise en place opérationnelle. Donc c'est pour ça qu'on dit que l'humain est au cœur de la transformation digitale, c'est parce que c'est à la fois un frein et ça peut être à la fois un moteur et parce qu'on parle aussi d'intelligence collective et que c'est cette intelligence collective-là qui va faire émerger l'innovation et la création de valeur où chacun participe à son niveau, Mm. en tout cas à identifier les relais business de demain. Super. Je te remercie énormément, Camille, pour toute cette information. Je pense que elle est super importante, que tous nous, on a beaucoup de choses à apprendre grâce à cette information. Elle était riche, pédagogique, simple à comprendre, avec des exemples super pertinents. Donc, un grand merci à toi pour ça. Eh bien, je t'en prie. Et pour ceux qui sont restés avec nous jusqu'à la fin, nous vous disons un grand merci. Nous espérons que cet épisode vous a été utile dans l'avancement de votre projet. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un 5 étoiles, un pouce en l'air, un commentaire et pourquoi pas l'envoyer à un de vos amis. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!